poursuivre. Ok, donc on va poursuivre avec la deuxième partie, visite d'une délégation étrangère. Les services de l'Assemblée nationale sont fréquemment conduits à organiser la visite de personnalités étrangères. C'est pareil pour les autres institutions, comme vous pouvez l'imaginer, soit pour des audiences du président de l'Assemblée nationale à l'hôtel de l'AC, soit pour des entretiens avec un vice-président, un président de commission, de groupe politique ou de délégation, soit dans le cadre des groupes d'amitié ou des relations entre commissions. Donc ici, on retient que pour la visite d'une délégation étrangère, il y a pas mal d'aspects qui rentrent en ligne de compte. Et au nombre de ces aspects-là, on se rend compte que les services de l'Assemblée nationale sont fréquemment conduits à organiser la visite de personnalités étrangères. Et il y a différentes raisons. Ça peut être dû à des audiences du président de l'Assemblée, ça peut être dû aussi à des entretiens avec un vice-président ou un président de commission, ça peut être dû aussi à des entretiens avec des groupes d'amitié ou des relations entre commissions. Les entretiens peuvent être suivis d'une réception ou avoir lieu au cours d'un petit déjeuner, d'un repas ou encore d'un cocktail. Les réceptions de haut niveau sont organisées à l'initiative du président lui-même, s'agissant notamment de présidents de parlements étrangers ou dans le cadre de visites officielles de chefs d'État ou de gouvernement. 2 à 3 par mois en moyenne, ou de visites d'État, de chefs d'État ou de Premier ministre. 3 ou 4 par an en général, organisées par le protocole du ministère des Affaires étrangères. Donc ici, on se rend compte que toutes ces visites sont organisées dans des cadres bien précis. Et au nombre de ces cadres-là, ça peut se faire autour d'un petit déjeuner, d'un repas, d'un cocktail, mais les réceptions de haut niveau, quant à elles, sont organisées à l'initiative du président lui-même, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale lui-même, s'agissant notamment de présidents de parlements étrangers. Très souvent, on voit ça un peu, les rencontres interparlementaires, quand le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire va, par exemple, en France ou dans d'autres États, ça s'inscrit dans ce cadre. Ou dans le cadre de visites officielles de chefs d'État ou de gouvernement. Ça peut s'inscrire aussi dans le cadre de visites d'État, de chefs d'État ou de Premier ministre. Et tout cela est organisé par le protocole du ministère des Affaires étrangères. Et les services du protocole ont cette capacité à pouvoir maîtriser tout ce qui relève de l'importance en ce qui concerne les relations diplomatiques. Et le but de leurs actions, c'est d'éviter qu'on puisse aboutir à des incidents diplomatiques qui peuvent créer des foires diplomatiques et déboucher dans un premier temps sur un différend qui peut avoir lieu entre deux États, mais au-delà du différend, on peut assister à un conflit directement déclaré. Donc le but, c'est de veiller à ce que tout cela soit en quelque sorte mis à l'écart. Les éléments indiqués ici sont souvent valables pour des visiteurs nationaux, comme on reçoit très fréquemment les rapporteurs des commissions ou des délégations. Il existe cependant quelques spécificités relatives aux délégations étrangères, notamment la question de la langue du travail, du traitement protocolaire, s'il s'agit de personnalités importantes dans leur pays.
ou de l'organisation d'une réception. Donc voilà des dimensions dont il faut tenir pour une meilleure organisation des visites d'État. Là, maintenant, c'est lorsqu'on reçoit des délégations étrangères. Mais il faut en quelque sorte mettre en place une stratégie pour qu'il n'y ait pas, on n'assiste pas à un langage de sourds ou lorsque la langue de travail n'est pas la même. Et il faut forcément des interprètes pour faciliter les échanges et le dialogue. Pourquoi? Parce que une expression, une phrase employée dans un contexte peut être interprétée dans un autre contexte et susciter des incidents diplomatiques. Donc c'est pour éviter tout cela, il faut prendre des personnes qui ont le langage diplomatique pour pouvoir mieux interpréter tout ce qui relève de ces entretiens qui auront lieu. Il y a aussi l'aspect du traitement protocolaire qui est aussi très important. C'est la raison pour laquelle il faut avoir recours à des spécialistes en la matière qui vont mettre en place des stratégies de sorte à ce que les échanges puissent se dérouler comme il se doit. Et à côté de cela, on a l'organisation d'un entretien. Comment est-ce que l'entretien doit être organisé? Les étapes préparatoires. La préparation arrive dès lors comme l'un des éléments principaux qui permettent de savoir où est-ce qu'on va et comment est-ce qu'on peut coordonner les activités ou encore les échanges pour aboutir à des résultats probants. La confirmation de l'entretien. En premier lieu, il est nécessaire que le projet d'entretien, à l'initiative d'un député ou d'un organe de l'Assemblée ou sur demande d'une organisation ou d'une personnalité, soit confirmé et que les dates soient arrêtées. C'est pratiquement la même chose. Vous voulez avoir un entretien, mais il est clair et évident qu'on sache quel est l'interlocuteur, quel est le profil, le statut de la personne qui va venir échanger avec le responsable de l'institution qui accueille. Donc, il faut procéder à cela. Il faut aussi chercher à avoir la disponibilité des deux parties. Qui vont intervenir, qui vont dialoguer. Et en plus de cela, on doit procéder également à ce que les dates, une fois proposées, soient arrêtées. Et à partir du moment où ces dates-là sont arrêtées, sont confirmées, cela suppose que toutes les mesures sont prises pour que véritablement les différents acteurs puissent se retrouver et que l'entretien puisse avoir lieu. L'obtention d'un courrier de la personnalité invitante n'est pas nécessaire et le fonctionnaire responsable de l'organisation gérera souvent toutes les étapes par appel téléphonique ou par email. Donc ici, on voit qu'il y a une différence par rapport à l'organisation d'une visite officielle en tant que telle. Là, il s'agit d'un sous-aspect de la visite, il s'agit de l'entretien. Mais on peut le régler, on peut le gérer par appel ou par correspondance, par mail. On n'est pas forcément obligé d'avoir un courrier, d'adresser un courrier. Donc voilà un peu la différence entre ce niveau et la visite officielle en tant que telle. Donc c'est un tout petit aspect qui apparaît comme un détail que je vous demande bien de bien vouloir retenir parce que bon, on ne sait jamais. Ça peut intervenir dans les différentes questions. Petit 2. Liste des tâches à accomplir. Comme pour toute réunion, l'organisateur devra successivement vérifier la disponibilité du ou des députés qui recevront la délégation et les informer du lieu précis et de l'heure de l'entretien, voire de sa durée. C'est très important.
Parce que vous allez mobiliser un certain nombre de personnes, de députés qui ont également d'autres activités, d'autres tâches. Donc, il ne faut pas les mobiliser indéfiniment. Il faut qu'ils sachent au moins sur quelle durée ils sont mobilisés. Donc, il faut s'assurer également de leur disponibilité, parce que sans la disponibilité, l'accueil à réserver à la délégation qui vient de l'extérieur, ça peut être un accueil qui ne sera pas forcément un bon accueil. Et sur le plan diplomatique, ça peut être interprété négativement, dans la mesure où on peut utiliser le jargon de la foutaise pour qualifier une telle attitude. Il faut également réserver une salle si l'entretien n'a pas lieu dans le bureau du parlementaire. C'est très important. Le cadre qui va accueillir l'entretien, il faut que ce soit un cadre approprié, un cadre sécurisé, un cadre qui permet d'échanger sans contrainte. Il faut déterminer le format de l'entretien. Nombre des Français et des étrangers, bon, généralement, ici il s'agit du nombre de participants. Il faut déterminer les thèmes de discussion. Là, c'est très important. Quels sont les points qui sont à l'ordre du jour? Parce qu'on ne peut solliciter un entretien que pour parler de situations et de questions qui répondent à des intérêts bien précis. Il faut aussi prévoir si un échange de cadeaux aura lieu. On en parlait tout à l'heure, mais on voit un peu toute la subtilité qu'il y a autour des cadeaux. Mais s'il y a un échange de cadeaux, au moins vous savez que vous pouvez apprêter votre cadeau. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il faut s'assurer que quand vous allez remettre le cadeau à l'ambassadeur, que lui aussi, bon, en retour, pour ne pas dire se sente gêné. Donc il faut prévoir si un échange de cadeaux aura lieu. Il faut aussi engager, si nécessaire, un interprète. C'est très important. Surtout dans le cadre de coopération avec des États qui ont une langue de travail différente de la nôtre. Il faut voir avec le protocole si un accueil particulier doit être prévu. C'est important. Les règles protocolaires peuvent varier d'un endroit à l'autre. C'est vrai qu'il y a les règles universelles, mais il y a des particularités dans certains pays. Et ces particularités peuvent être interprétées par quoi? Par les aspects culturels, les référents culturels. Bon, si on peut avoir un État où la manière de saluer est différente de la manière de saluer d'un autre État, mais tout ça, il faut savoir. Parce que si on ne le sait pas, on peut, sans le vouloir, créer des incidents diplomatiques. Bon, le gars, il vient, lui, il souhaite que les gens dressent une aide d'honneur pour l'accueillir, parce que c'est ça dans sa tradition, mais il vient, il voit les gens sont dispersés, il y a d'autres même qui ne s'occupent pas du fait qu'ils passent, d'autres vaguent à d'autres occupations, mais il peut interpréter ça autrement. Et en la matière, il y a eu une situation anecdotique comme ça, où l'actuel président du CESEC, il était encore ministre de la Santé, il s'est rendu dans un centre de santé quelque part vers la Poisson. Mais il y a un jeune stagiaire, bon, au moment où tout le monde s'est levé pour accueillir l'autorité, bon, lui, il a eu un comportement irrévérencieux, mais le président, il n'a pas apprécié ça. Et ça lui a valu même sa radiation. Parce qu'il a trouvé mal poli la manière dont il s'est comporté. Bon, il l'a salué comme si c'était son ami du quartier, quoi. Donc tout ça, c'est important. Il faut aussi voir, organiser l'arrivée et le départ de la délégation.
heure et lieu du rendez-vous, stationnement des voitures, obtention d'un badge pour circuler. Donc, toute cette organisation est importante dans la mesure où l'arrivée et le départ de la délégation doit se faire dans le strict respect des normes de fluidité. C'est la raison pour laquelle l'heure, le lieu du rendez-vous, le stationnement des voitures, l'obtention du badge pour circuler, tout ça doit être arrêté au préalable. C'est la raison pour laquelle on se rend compte que lorsqu'il y a des grandes cérémonies où on accueille des personnalités venues de l'extérieur, mais il y a des espaces, des parkings qui sont mobilisés. On interdit aux gens de garer, peut-être la veille même, les forces de l'ordre sont déployées pour assainir l'environnement. Donc ça répond un peu à tout ça. Se munir d'un numéro de téléphone portable de la personne qui accompagnera la délégation, souvent un membre de l'ambassade, pour être en mesure de communiquer directement avec lui. C'est très important. Il faut avoir un interlocuteur permanent qui est dans la même couronne. Parce que si vous n'avez pas un interlocuteur, il peut arriver qu'il y ait un changement rapide. Mais comment arriver à informer pour que les gens prennent leurs dispositions? Ça peut être aussi une raison d'un incident diplomatique. Parce que la délégation qui vient de l'étranger peut dire que vous les avez mis dans un piège. Dans certains cas, il est nécessaire de rédiger et de diffuser un avis de visite pour informer un certain nombre d'autorités de l'Assemblée nationale de la présence de la délégation étrangère, notamment les services en charge de l'accueil et de la sécurité. Protocole, division de l'accueil, de la sûreté et de la sécurité, mais également le service de la communication en cas de visite du palais Bourbon ou d'assistance à la séance publique. Unité, visite, plateau ou de point de presse, division de la presse. Donc, c'est important d'adresser le courrier d'information officiel qu'il y a une délégation qui vient de l'extérieur pour que toutes les dispositions soient prises pour accueillir ces personnes-là. Et en termes de ces dispositions, on va parler ici du protocole. Parce que c'est le protocole qui va permettre à votre institution que vous dirigez d'avoir une bonne image. C'est le protocole qui va montrer que vous savez comment organiser les cérémonies officielles, comment accueillir les délégations qui viennent de l'extérieur. Mais si vous ne prenez pas le protocole et que vous partez voir des pseudo-entreprises qui disent qu'elles organisent des événements, prennent des hôtesses rapidement. Non, mais ça, le stade des hôtesses est dépassé par cette étape-là. Elles peuvent intervenir, mais en appui. Vous voyez. Donc, il y a aussi la division de l'accueil. Donc, elles, on peut les mettre dans cette division-là. Généralement, ça existe au sein des institutions. De la sûreté et de la sécurité. Parce que la sécurité doit être de mise. On ne peut pas accueillir des délégations étrangères et à leur arrivée, ces délégations-là sont exposées à toutes sortes d'intimidations ou encore de menaces. Ça, c'est pas bon pour l'image de l'institution et du pays. Mais également le service de communication en cas de visite à la séance publique. Ce qui veut dire quoi? Le service de communication intervient à un rôle très important à jouer également. Parce que c'est le service de communication qui va permettre de relayer l'activité, qui va permettre de montrer que véritablement cette institution vit et cette institution est dans une coopération bilatérale ou multilatérale dans la mesure où elle accueille des délégations étrangères. Donc, il faut mobiliser la presse, il faut veiller à ce que l'information soit véhiculée à tous les niveaux. La
presse écrite, audiovisuelle, etc. Et même les réseaux sociaux qui apparaissent comme des maillons importants pour la société actuelle. Grand B, la tenue de l'entretien. L'accueil des participants. Que le visiteur ou la délégation arrive à pied ou en voiture, il est impératif de leur indiquer un lieu et une heure précise d'arrivée et de les accueillir en arrivant à l'avance. Ça, c'est très important. Parce que si vous arrivez après, même si vous êtes le pays hôte, que vous arrivez après votre interlocuteur, ça sera comme si c'est lui qui vous accueille à domicile. Donc, il faut prendre les dispositions pour arriver à l'avance. Et lorsque vous arrivez à l'avance, ça vous permet de voir si réellement toutes les dispositions sécuritaires, sanitaires sont mises en œuvre pour que cette délégation étrangère puisse arriver simplement et que les échanges puissent se dérouler. Il en est de même pour l'interprète. S'il n'accompagne pas la délégation, l'interprète aussi doit arriver vite. Il ne faudrait pas qu'ils se disent, bon, moi, de toutes les façons, quand les gars ils arrivent, ils font un tour, donc moi je peux venir après. Donc tout ce beau monde-là doit être présent avant que la délégation étrangère ne se déploie. Les délégations étrangères peuvent en effet emprunter toutes les entrées du palais du Bourbon ou des immeubles annexes, à l'exception de celles réservées aux personnes munies d'un badge main libre. Est-ce qu'on se suit? Les délégations étrangères peuvent en effet emprunter toutes les entrées du palais Bourbon ou des immeubles annexes, à l'exception de celles réservées aux personnes munies d'un badge main libre. Donc, ces personnes-là peuvent accéder à toutes les entrées, mais il y a des endroits qui sont réservés au corps diplomatique. Et parmi ces personnes-là, d'autres peuvent en bénéficier, mais tout cela, ça permet de faciliter en quelque sorte la mission. Les véhicules peuvent entrer uniquement par le 126 ou le 128 rue de l'université et doivent obtenir une autorisation préalable pour stationner. Les véhicules qui viennent doivent au préalable, ça c'est la réalité française, les véhicules qui viennent doivent au préalable obtenir une autorisation de stationner. C'est la raison pour laquelle on parle de laisser passer. Lors de la finale de la CAN, on a vu un peu qu'il y a une route qui a été mobilisée juste pour les délégations étrangères pour faciliter la circulation des officiels. Le fonctionnaire responsable de l'organisation, c'est-à-dire le chef de délégation, de l'entretien doit prendre en compte les délais nécessaires à l'accueil, à la remise éventuelle de badges et à la traversée des locaux. Si la délégation est nombreuse, il peut utilement se faire assister d'un collègue, surtout s'il faut emprunter les ascenseurs pour gagner le lieu de la réunion ou de l'entretien afin d'éviter qu'une partie de la délégation ne soit laissée seule et ne se perde. Donc là, il faut veiller à ce que la délégation, ils soient tous ensemble et qu'ils puissent aller au même moment. C'est vrai que les ascenseurs, souvent il y a un nombre bien déterminé, mais il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas un grand écart entre la première partie qui monte et l'autre partie qui attend indéfiniment. Le déroulement de l'entretien. Le fonctionnaire responsable de l'organisation assiste généralement à l'entretien. Ça, c'est très important. S'il ne faut pas se dire, bon, moi, je suis le PCO, j'ai fini d'organiser, vous allez vous entretenir. Non. Vous coordonnez l'organisation, mais en même temps, vous participez parce que c'est vous qui portez la vision de cet entretien, de cette visite. C'est vous qui allez donner le mot d'accueil
et qui allait orienter les débats et qui allait proposer des méthodes ou des stratégies pour renforcer la coopération. Il aide aux présentations, distribue éventuellement les documents prévus. À cet effet, assiste la délégation pour se placer, rappelle aux personnalités françaises s'il faut remettre un cadeau, veille à la durée de l'entretien et en indiquant, si nécessaire, aux députés qui reçoivent que l'entretien doit s'arrêter. Donc, il veille en quelque sorte au fil conducteur de l'entretien. Et en veillant au fil conducteur de l'entretien, mais ça lui permet également de voir si tous les convives, tous les participants sont installés dans l'ordre protocolaire. C'est la raison pour laquelle c'est important que le fonctionnaire responsable de l'activité puisse participer. Parce que vous pouvez laisser des instructions et vos collaborateurs peuvent les appliquer autrement. Ils peuvent placer celui qui ne doit pas être à gauche, et ainsi de suite. Donc là, ça met mal à l'aise. Et il veille aussi au fait que s'il y a des cadeaux à dire, il peut rappeler si le moment, la période arrive. Et c'est lui qui veille à ce que l'entretien puisse prendre fin. Parce que s'il n'y a pas un timekeeper, quelqu'un pour veiller sur le temps, on va s'éterniser à parler et puis bon, les digressions vont être interminables. Si la distribution de rafraîchissement ou de boissons chaudes est en principe interdite dans les salles de réunion ou de commission, il n'en est pas de même dans les bureaux des présidents de commission ou de délégation, à l'hôtel de l'AC ou dans certains locaux. Difficile à improviser, cette opération doit donc être prévue à l'avance. Donc on voit que ici, il y a un aspect qui pourrait échapper. On dit la distribution de rafraîchissement ou de boissons chaudes est en principe interdite dans les salles de réunion ou de commission. Mais ça peut varier d'une institution à l'autre, mais là c'est la règle générale. C'est la raison pour laquelle on dépose des bouteilles d'eau et puis on se limite à ça. Le départ des participants. À la fin de l'entretien ou de la réunion, le fonctionnaire responsable de l'organisation raccompagne le visiteur ou la délégation jusqu'à l'entrée de l'immeuble ou jusqu'à l'endroit de stationnement des véhicules où il salue. Prévoir le nombre de sièges, par exemple, et leur disposition. Il veille à ce que tous les membres de la délégation partent bien et n'oublient rien. Un entretien n'est vraiment terminé que lorsque les visiteurs ont quitté physiquement l'immeuble. Lorsqu'un entretien ou une réunion ont donné lieu à des dépenses, interprétariat, cadeaux, formalisés dans une décision de questure, le fonctionnaire responsable n'oubliera pas de rendre les comptes. C'est très important. Le départ des participants. À la fin de l'entretien ou de la réunion, le fonctionnaire doit veiller à raccompagner le visiteur ou la délégation jusqu'à l'entrée de l'immeuble. C'est très important. C'est-à-dire la réunion est finie, on est dans la salle, bon, ok, au revoir. Il faut raccompagner le personne. Mais ce sont des principes protocolaires et diplomatiques qu'on voit très souvent. Lorsque nos chefs d'État vont à l'Élysée, on voit qu'après l'entretien, le président de la République vient les accompagner ou bien il vient les accueillir même à l'entrée. C'est très important. Il faut prévoir aussi le nombre de sièges, par exemple, et leur disposition. Mais il faut retenir qu'un entretien n'est véritablement terminé
que lorsque tous les participants ont quitté le lieu où l'entretien ou la réunion devait se tenir. C'est la raison pour laquelle il faut veiller à ce que personne n'oublie quelque chose. Et ce sont des aspects aussi importants. Organisation d'un repas ou d'une réception. Parce que lors des missions diplomatiques ou officielles, très souvent, ce sont des activités qui n'échappent pas à la règle. L'organisation d'un repas ou d'une réception. Les différentes étapes. L'organisation d'un repas ou d'une réception ne s'improvise pas, sauf de manière exceptionnelle. On n'improvise pas. L'organisation d'un repas ou d'une réception, ça se prépare, ça se prévoit. Afin que tout se déroule au mieux et afin d'éviter tout incident, il est conseillé aux fonctionnaires en charge de l'opération de déterminer la personnalité qui invite. Président de commission ou de délégation, rapporteur, président du groupe d'amitié, etc. De s'assurer des éléments clés, date et heure, lieu, objet et nature de la réception. Parce que toute réception doit avoir ces différents éléments bien déterminés. Il faut savoir le jour, l'heure, le lieu, l'objet. Est-ce que c'est pour remercier la délégation ou c'est en l'honneur? Souvent, bon, quand c'est l'anniversaire, on peut célébrer ça aussi. Hein. Donc, il faut savoir l'objet et la nature de la réception. Dresser une liste des invités. C'est la raison pour laquelle ça ne se fait pas au hasard, ça se prépare. Il faut dresser une liste des invités, côté français, côté délégation étrangère. Par exemple, si le nombre d'invités étrangers peut être connu avec précision. Donc, ici encore, il faut chercher à connaître le nombre des invités de la délégation étrangère. Combien sont-ils? Parce que c'est en fonction de ça qu'on va installer la table. On va dresser la table. Il n'en est pas de même pour la partie française. Bon, parce que c'est vous qui organisez, vous savez combien vous êtes. Donc c'est pour ça, à ce niveau, mais il faut savoir le nombre de participants de la délégation étrangère. Procéder aux invitations, soit par oral, soit par écrit, au moyen d'un carton d'invitation. Puis, gérer les réponses et effectuer les relances nécessaires auprès des invités. C'est aussi important. Donc, il faut procéder à tout cela. L'invitation, vous pouvez procéder par des appels ou bien envoyer des courriers, mais il faut veiller à ce que la confirmation soit faite. Et si la confirmation est faite, jusqu'à la veille, c'est mieux de toujours s'assurer, hein, parce qu'au dernier moment, les choses peuvent changer. Un carton d'invitation est rédigé puis imprimé avant d'être rempli et expédié à tous les invités. Les réponses sont recueillies par le fonctionnaire qui établit une liste alphabétique des invités et s'efforce d'obtenir la réponse de tous. Vous voyez comment c'est minutieux. Après la liste, il faut établir par ordre alphabétique. La liste alphabétique définitive des invités extérieurs est communiquée aux gardiens surveillants qui assurent le contrôle de l'identité des individus à l'entrée. Donc là, les services de sécurité sont mis à contribution. Il faut choisir également un traiteur ou un restaurant pour la réception. Les délégations peuvent être invitées dans l'un des restaurants de l'Assemblée nationale. Évitez les jours de séance. Dans l'une des salles à manger du petit hôtel, à l'hôtel de l'AC,
ou dans un restaurant extérieur en cas d'indisponibilité des locaux internes ou d'un programme incluant plusieurs repas. Les salons ou les salles à manger dans lesquelles je déroule la réception sont choisis en fonction de la disponibilité et du nombre d'invités souhaités. Donc ici, il faut voir la disponibilité des salles et aussi le nombre d'invités. Parce que c'est en fonction du nombre d'invités qu'on va choisir les salles selon qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Déterminer un menu en prenant en compte d'éventuels impératifs alimentaires. Ça, c'est important. Vous pouvez plus ou moins chercher à savoir quelles sont les différentes allergies à certains aliments des membres de la délégation pour éviter que les personnes-là ne mangent que ça crée d'autres choses. Il faut veiller au respect, il faut veiller aux aspects financiers. C'est aussi très important. Les aspects financiers, à travers le nombre d'invités, vous pouvez déjà établir un budget et le budget va vous donner une idée des aspects financiers à prendre en compte. Non seulement pour la nourriture, pour la boisson et pour tout ce qui peut tourner autour. Il faut accueillir les invités et les accompagner. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Quand les invités viennent, vous les accueillez, peut-être à l'entrée. Quand ça finit, vous les raccompagnez à la sortie. Il faut également établir un plan de table. Le plan de table ici rentre en ligne de compte de l'intervention du service de protocole. Le plan de table. Parce que c'est à travers ça qu'on saura comment hiérarchiser les places assises. Et si vous ne tenez pas compte de cela, bon, ça peut susciter des mécontentements. Peut-être que les gens ne vont pas dire, mais après, dans des bruits de couloir, vous allez apprendre que vous n'avez pas respecté l'ordre protocolaire. Le projet de plan de table est établi avec un soin tout particulier, notamment en cas de table d'honneur, et peut être communiqué à la personnalité française invitante par accord. Parce que les tables d'honneur doivent être destinées aux hommes d'honneur, aux premiers responsables. La division du protocole peut aider le fonctionnaire responsable de l'événement à concevoir les plans de table. Donc ici, vous aurez forcément besoin d'un responsable ou d'un membre du corps protocolaire. Dans tous les cas, dans les cas les plus complexes, le jour de la réception, il peut s'avérer nécessaire de préparer et de mettre en place des cartons de verre, des guides ânes, cartons sur lesquels figure le plan de la salle à manger, le numéro de la table et la place de l'invité marquée d'une croix. Et éventuellement installer un tableau représentant le plan de table avec des languettes figurant la place des invités autour de la table dans le salon prévu pour l'apéritif. Là, on parle un peu ici du plan de table où il faut bien désigner. Il faut bien désigner les différentes places, les différentes tables, et sur la base de cela, on sait où est-ce qu'on doit s'orienter en fonction de notre statut. Les plans de table sont modifiés jusqu'à la dernière minute en fonction des défections ou des arrivées non prévues d'invités. Ce qui veut dire quoi?
le chef de délégation doit être à l'écoute pour voir comment est-ce que les services protocolaires pourront modifier le plan de table. Et tout cela, ça se fait en fonction des défections ou des arrivées non prévues d'invités. Parce que des gens peuvent être invités, ils vont donner leur accord, mais au dernier moment, par la force des choses, ils ne peuvent plus venir. D'autres peuvent ne pas être invités, mais ils vont apprendre l'activité après et ils vont manifester le désir de venir. Ça peut être des hauts responsables. Donc, on ne peut pas leur refuser en leur disant non, vous n'étiez pas au préalable invité. Donc, il y a une obligation à intégrer ces personnes. Donc, il faut modifier le plan de table. Aider au placement à table. À leur arrivée, les convives sont salués et conduits vers le salon où l'apéritif est servi, ou éventuellement la table d'accueil, où les fonctionnaires leur remettent leur carton de placement à table. Parce que c'est en fonction du carton de placement à table que vous allez voir, bon, telle table, c'est tel nom qui est dessus, vous vérifiez et vous allez, mais lorsque vous arrivez aussi, il y a la disposition, donc vous savez où est-ce que vous devez vous asseoir. Il faut veiller aussi au départ des invités, nécessité de respecter les horaires du programme de la délégation étrangère et ou des participants français, retrouver les véhicules, etc. À ce niveau, c'est très important. Vous avez fini votre activité d'organisation d'un repas ou d'une cérémonie, mais vos convives, vos invités doivent partir, mais il est nécessaire de respecter les horaires du programme d'abord. Si la réception doit durer 2 heures, on se retrouve avec des repas qui viennent 2 heures après. Donc on est déjà à 4 heures, mais il est clair que ça va empiéter sur le programme des invités. Et ça peut amener même d'autres personnes à s'excuser et à rentrer, ça crée des désagréments. Donc il faut veiller à ce que tout soit mis en œuvre au préalable. Il faut aussi bien identifier les véhicules de chacun, de sorte à ce que, très souvent on le voit quand ça finit, au fur et à mesure les véhicules viennent et puis les personnes n'attendent pas longtemps lorsqu'elles viennent attendre leur véhicule. À la fin du repas, les fonctionnaires vérifient que le cortège officiel est prêt pour le départ et raccompagne la délégation officielle à ses voitures. Et il veut dire quoi? Les voitures doivent être stationnées au préalable avant que les personnes ne sortent. Mais pour cela, il faut une certaine fluidité dans le parking. Il ne faudrait pas qu'un gros camion vienne obstruer la voie pour étaler les gens. Ok. Grand B, les documents à préparer. Selon les cas, plusieurs types de documents doivent être préparés. Il y a la lettre ou le carton d'invitation. Premier document à préparer. Il y a la liste des invités. Deuxième document à préparer. Il y a aussi l'avis de visite. Troisième document, il y a le plan de table. Et concernant ce point, on pourra retenir que ces 4 éléments contribuent à la bonne organisation d'une réception ou d'une cérémonie. Donc, il faut mettre l'accent sur ces 4 éléments que j'appellerai les 4 piliers de la réussite d'une réception ou de l'organisation d'un repas. Parce que c'est sur la base de cela qu'on pourra voir comment est-ce que les choses se déroulent, si elles se déroulent bien, et où est-ce qu'on va avec tout ça.
Grand 3, organisation d'une visite complète. Là maintenant, on aborde l'organisation d'une visite complète. Tout à l'heure, on parlait de l'organisation d'un repas ou d'une réception, mais qui est une partie intégrante de la visite officielle complète. Oui, oui, oui. Avant d'aborder ce point-là, oui, oui. Le plan de table, la visite, oui, oui. les invités, la lettre, le canon d'invitation. Est-ce qu'en plus de ça, oui. il ne faut pas prévoir aussi le type de nourriture d'un moment donné? Oui, oui, oui. On en a parlé un peu plus haut. Le type de nourriture, là où on parlait de voir le menu, de sorte à ce que dans le menu, il n'y ait pas de plat qui puisse susciter des soucis au niveau des invités en termes d'allergie, les problèmes d'allergie. Donc, on pourrait ajouter cela comme vous le dites, parce que c'est un aspect très important. Parce que ça détermine aussi la suite de cette cérémonie ou de cette activité. Donc, on peut ajouter également le menu. Donc, ça va faire 5. Grand 3, organisation d'une visite complète. Grand A, considération générale. La visite complète d'une délégation étrangère s'entend d'un séjour qui excède un simple entretien ou une réception. Donc, on voit ici que c'est totalement différent d'un simple entretien ou d'une réception. Parce que ça englobe plusieurs autres aspects qui sont tout aussi importants. Elle revêt différentes formes suivant l'importance de la délégation reçue et l'ampleur souhaitée. Une telle visite peut être organisée à l'initiative du président de l'Assemblée nationale lui-même. S'agissant notamment de présidents de parlement étrangers, de chefs d'État ou de gouvernement. Donc ici, on est au sommet de l'organisation d'une visite officielle. Et la particularité de ce sommet, c'est la solennité qui emmène le président de l'Assemblée nationale lui-même à s'investir dans l'organisation complète de cette visite. Et cette visite peut être organisée dans le but d'accueillir des présidents de parlement étrangers, des chefs d'État ou de gouvernement. L'organisation est alors assurée en liaison avec le conseiller diplomatique du président, l'ambassade du pays de la personnalité reçue et pour les visites d'État ou officielles, le protocole du Quai d'Orsay. Donc vous voyez, voilà la particularité de cette solennité, c'est que l'organisation ici va impliquer plusieurs autres services, au nombre desquels on a le conseiller diplomatique du président. Parce que le président de l'Assemblée nationale a un conseiller diplomatique. L'ambassade du pays de la personnalité reçue. C'est pareil pour toutes les autres institutions qui ont également des conseillers diplomatiques, dont les présidents ont des conseillers diplomatiques. Donc, il y a l'ambassade du pays de la personnalité aussi, pour voir comment est-ce que vous devez coordonner vos programmes de sorte à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement entre votre programme et le programme aussi de son ambassade, parce qu'à tous les coups, quand ils viennent comme ça, ils sont reçus par leurs ambassades, et on l'a vu dans la première partie. Et pour les visites d'État ou officielles, le protocole du Quai d'Orsay. Maintenant, si c'est une visite
d'État, de chef d'État, là, on a un niveau encore plus supérieur. Et là, maintenant, vous pouvez vous rapprocher du protocole du président de la République, de la présidence de la République. Dans ce cas, dans les semaines précédant l'événement, une visite préparatoire des lieux est généralement organisée avec ses différents interlocuteurs et avec l'entourage de la personnalité. Parce que bien avant, dans la première partie du cours, on avait dit, bon, si vous devez aller à l'extérieur, vous devez vous en tenir à votre interlocuteur, la partie invitante. Mais ici, comme il s'agit d'une organisation d'une visite complète, et cette visite complète peut intégrer des personnes qui ont des statuts plus ou moins élevés, notamment les chefs d'État, etc. Donc là, vous serez amené à mettre en place une stratégie pour que tous ces services qu'on vient de citer, notamment le conseiller diplomatique du président, l'ambassade du pays de la personnalité que vous recevez et d'autres acteurs, mais que tous ces acteurs-là travaillent en synergie de sorte à ce que les lieux soient visités. De sorte à ce que les lieux soient visités. Vous pouvez adjoindre aussi l'entourage de la personnalité. Bon, souvent, ils peuvent envoyer des personnes en éclaireur pour venir voir un peu si tout est disposé pour que les visites se déroulent en bonne et due forme. Les responsables de la sécurité de la presse, le commandant militaire du palais et l'intendant de l'hôtel de l'AC sont notamment conviés à cette réunion au cours de laquelle un cérémonial est envisagé. Format et durée de la réception, choix et aménagement des lieux de réception, liste des invités, cadeaux, discours, interprètes, questions de sécurité, parking, intervention de la presse, honneur militaire, etc. Donc ça, c'est dans le cadre des visites officielles de chefs d'État. Donc ça va impliquer l'intervention de pas mal de services et la mobilisation de plusieurs aspects, de plusieurs variables que vous devez savoir avec précision. La première variable ici, c'est quoi? C'est le format et la durée de la réception. Est-ce une visite officielle, une visite d'État? Sur combien de jours cette visite devra se tenir? Il y a aussi le choix et l'aménagement des lieux de réception. Il faut identifier quels sont les sites au sein du pays qui sont des sites mémoriels qui peuvent permettre d'accueillir une personnalité de tel rang. Il y a aussi la liste des invités qui vont participer à l'accueil de cette personnalité. C'est une liste très souvent filtrée et qui emmène à voir de plus près qui sont ces personnes qui vont participer à cette activité. Mais il y a aussi le volet des cadeaux, comme je vous l'ai dit. Et concernant les cadeaux, il faut toujours s'informer pour savoir si la partie invitée a également des présents à remettre pour ne pas créer des incidents diplomatiques et emmener les individus à se sentir mal à l'aise. Un autre aspect à préparer minutieusement, il s'agit de quoi? Des discours. Il faut préparer les discours. Il y a aussi les interprètes qui doivent être désignés d'avance et on doit savoir leur disponibilité et tout ce qui est en lien avec leurs différents émoluments, etc. Il y a la question de sécurité, la mobilisation des forces de l'ordre, voir combien de services doivent être mobilisés pour assurer la couverture sécuritaire de cette visite officielle ou
de cette cérémonie, mais il faut aussi veiller à avoir un parking qui peut accueillir une telle visite. On ne peut accueillir une visite de chef d'État lorsqu'on sait qu'on a un problème de stationnement, de parking. Mais là, ça va créer un cafouillage dans la ville. Et pour éviter le cafouillage dans la ville, mais il est important d'identifier des sites où il y a de bons espaces de stationnement, de parking, pour faciliter la circulation dans les autres endroits de la ville également. Il y a l'intervention de la presse. Il faut informer la presse, écrite et audiovisuelle, et voir quels sont les différents organes de presse qui ont confirmé leur présence. Il y a aussi les honneurs militaires. Il faut voir s'il faut donner les honneurs militaires, mais très souvent pour les chefs d'État, ça ne demande pas. Parce que ne pas donner les honneurs militaires à un chef d'État, c'est un incident diplomatique aussi. Hein. Ça prise la foutaise. C'est comme si vous ne reconnaissez pas son statut. Mais automatiquement, le gars, il peut remonter dans son avion et puis il se cherche. Mais de nombreuses visites ont lieu également dans le cadre de groupes d'amitié, des relations entre commissions ou des secrétariats des organisations à vocation internationale, Conseil de l'Europe, Francophonie, OSCE, OTAN, UEO, UIP, etc. Dans tous les cas, l'organisation revêt de multiples aspects qui nécessitent une planification et une anticipation accrue. Il arrive que les conséquences financières soient tellement importantes que le recours à une procédure de marché public devienne impérative. L'ampleur de certaines manifestations suppose un travail en équipe. Ce sont des aspects qui arrivent souvent. Vous voulez organiser une cérémonie, vous voyez que vous êtes débordé, ou vous voyez qu'en termes de technicité, concernant la prise en charge d'une telle cérémonie, c'est difficile. Vous pouvez avoir recours à des structures qui excellent dans l'événementiel et qui peuvent apporter un appui notable. De même, pour les opérations les plus importantes, une réunion des services de l'Assemblée est éventuellement organisée en collaboration avec le cabinet du président pour la mise au point des détails de la réception. Une note de service signée par le chef de la division du protocole ou le directeur du service intéressé est ensuite adressée aux différents services concernés pour leur demander leur concours. Tapis rouge, photographe, pavoisement, accueil des journalistes, piquet d'honneur et fournir le maximum d'informations utiles à une bonne organisation. C'est tout aussi important. Pourquoi? Parce que ici, une réunion des services de l'Assemblée nationale apparaît comme un élément important où tous les détails doivent être pris en compte pour faciliter le bon déroulement de la cérémonie. Mais la facilitation du bon déroulement de la cérémonie impose que le chef de la division protocole y joue un rôle important. Parce que c'est lui qui va savoir comment mobiliser ses services pour que le tapis rouge soit mis à votre disposition. Un chef d'État accueilli sans tapis rouge, c'est une injure à sa personne. Donc il faut prévoir tout ça pour que la visite puisse bien se passer. Les photographes, le pavoisement, l'accueil des journalistes, les piquets d'honneur, etc. La liste des invités est arrêtée selon les cas par des personnalités différentes. Cabinet du président,
personnalités françaises invitantes, parlements étrangers et éventuellement, après consultation de l'ambassade et examen des suggestions du Quai d'Orsay. Donc ici, on parle encore de la liste des invités. Ça revient toujours. Il faut veiller à cela, veiller à la mise à jour de cette liste-là et aboutir véritablement à des résultats probants qui vont permettre d'avoir non seulement une bonne cérémonie, et surtout une cérémonie qui puisse marquer vos invités de marque. Comme ça, quand ils retournent, ils vont aller avec le bon nom de la Côte d'Ivoire. Oui, véritablement, la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Parce qu'on a été bien reçus, bien accueillis, tout ça. Cette liste peut varier jusqu'au dernier moment, mais le nombre d'invités est souvent fixé à l'avance, notamment pour une évaluation des coûts de prise en charge. C'est très important pour le budget, pour l'établissement du budget, d'avoir le nombre exact des invités et des participants. Parce que si vous n'avez pas le nombre exact des invités et des participants, vous pouvez prévoir plus de nourriture et autres, mais au finish, les gens ne viennent pas au nombre indiqué au préalable, mais ça va constituer des phénomènes d'incongruence qui vont déboucher sur des attitudes d'emporter. Parce qu'il y aura assez de choses qui vont rester. L'attention est appelée sur le fait que l'organisation d'une visite complète requiert beaucoup de temps si on veut qu'elle soit réussie et si on veut éviter les difficultés. Ça, c'est à retenir. L'organisation d'une visite complète requiert beaucoup de temps si on veut qu'elle soit réussie et si on veut éviter les difficultés. Il faut prendre assez de temps. Préparer la visite peut-être 3 mois, 4 mois à l'avance, mais 5 mois même. Un délai de plusieurs semaines est souvent nécessaire. Les négligences ne sont pas si faciles à réparer alors que le déroulement d'une visite ne se passe jamais comme prévu, mais nécessite au contraire réactivité et souplesse d'adaptation. Donc ici, la négligence n'a pas sa place en quelque sorte. Il faut prendre tous les points au sérieux, tous les détails doivent compter pour éviter des difficultés. Grand B, différents aspects à prendre en compte. Quels sont les aspects à prendre en compte dans l'organisation d'une visite officielle complète? Dans le cadre de ce manuel, il n'est pas possible de détailler l'ensemble des étapes d'une visite complète et seul un guide général peut être indiqué. En effet, de nombreux aspects doivent être pris en compte. Arrivée de la délégation à Paris, participation des services de l'Assemblée nationale et de l'ambassade concernée, réservation d'un salon d'honneur dans un aéroport, transport pendant la durée du séjour, au moyen de voitures de l'Assemblée nationale ou de véhicules loués, cortège, présence d'une escorte, hébergement et restauration plutôt, pendant la durée du séjour, de son séjour officiel à Paris, voire en province, détermination de la catégorie d'hôtel, réservation des chambres, réservation des lieux de restauration, détermination des repas, gestion des invités, des listes d'invités, détermination des menus, présence de députés français à chacune des étapes de la visite, établissement d'un programme complet,
interprétariat, réservation, information et paiement de l'interprète, réunion de travail, visite du palais Bourbon, la mentionner dans l'avis de visite, prévoir la personne qui effectuera la visite, la langue de la visite, etc. Assistance à la séance publique, la mentionner dans l'avis de visite, informer le service de la communication et l'unité visite plateau, réserver des emplacements pour une galerie du public. Salut en séance publique, seule la division du protocole introduit une demande de salut en séance auprès de la présidence et gère le salut avec le secrétariat général et le service de la séance selon des critères et une procédure bien définie. Soirée culturelle, cadeau, départ de la délégation. Donc voilà, on va revenir là-dessus pas à pas. Les différents aspects à prendre en compte dans l'organisation d'une visite officielle. Le premier élément ici, c'est l'arrivée de la délégation. L'arrivée de la délégation. Et pour l'arrivée de la délégation, il faut veiller à ce que la participation des services de l'institution qui organise, ici on parle de l'Assemblée nationale, et de l'ambassade concernée puissent jouer véritablement leur rôle. Si on prend l'exemple du Sénat ici, et le Sénat qui doit accueillir une délégation d'officiels canadiens, mais il va falloir que le Sénat entre en contact avec l'ambassade du Canada pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des stratégies de consul pour accueillir dans de bonnes conditions cette délégation qui vient. Pour voir si cette délégation demande aussi, ça nécessite de réserver un salon d'honneur dans un aéroport ou si simplement ils veulent juste passer plus avancé. Il y a aussi le transport pendant la durée du séjour. Quand ils viennent, comment est-ce qu'on les prend en charge? Est-ce qu'il faut louer des véhicules ou bien ce sont des véhicules de service de l'institution qu'on met à leur disposition? Il faut que tout cela soit bien identifié. En plus de cela, il faut veiller à ce que les services de police qui assurent la protection des cortèges ou l'accompagnement des cortèges soient mobilisés. Il faut que l'escorte de ces personnalités-là soit de mise. Oui, allez-y, monsieur. Oui. Le point concernant l'arrivée de la délégation. Oui, oui. Ici, on a dit l'Assemblée nationale. Oui. Et l'ambassade concernée. Oui. Bon, comme ça, quel est le rôle du ministère des Affaires étrangères? Ou bien il est ignoré complètement? Bon. Tout se passe entre l'Assemblée nationale et puis l'ambassade canadienne. Très bien. C'est une question pertinente parce que la première partie du cours, c'était dans le cas où une délégation ivoirienne allait à l'extérieur. Donc là, il fallait passer par le ministère des Affaires étrangères qui allait activer ses services dans les ambassades pour organiser tout. Là, maintenant, c'est dans le sens contraire où une délégation étrangère vient en Côte d'Ivoire. Donc, l'institution ivoirienne qui est chargée d'accueillir ou d'organiser cette cérémonie va entrer en contact avec l'ambassade des personnalités concernées. Est-ce que vous voyez? Mais tout cela ne veut pas dire aussi que le ministère des Affaires étrangères est occulté. Pourquoi? Parce que là, il s'agit de politique étrangère. Des gens quittent à l'extérieur pour venir, absolument. Le ministère des Affaires étrangères a son mot à dire. Et le mot qu'ils ont à dire, c'est que les démarches, les procédures, tout ça, ça se fait avec le concours
Mais ce ministère est informé, mais là, on parle de manière opérationnelle. Quels sont les services directement concernés? Est-ce que vous voyez? Donc, l'institution en question, qui peut être l'Assemblée nationale ou le Sénat, peut entrer en contact avec l'ambassade, mais sous le couvert ou le regard encore du ministère des Affaires étrangères. Toujours est-il que ce sont des institutions qui n'ont pas les mêmes attributions, hein, mais dans un processus de bonne collaboration gouvernementale, il peut y avoir des échanges également d'informations pour voir comment faciliter le séjour de ces institutions-là ici. Donc, le troisième niveau ici, c'est l'hébergement et la restauration pendant la durée du séjour. C'est très important. Il faut savoir, la délégation qui vient, on les héberge où? Eux-mêmes, ils peuvent déjà entreprendre leur démarche via leur ambassade ici qui va mener des démarches, leur faire des propositions sur des hôtels de qualité. Mais il faut aussi que l'institution qui les accueille soit informée du lieu où ils seront hébergés. Parce qu'on ne sait jamais, il ne faut pas ils vont venir et puis après, bon, on dit qu'il y a des nombreux qui ont cassé les vies de quelqu'un. Parce que vous voyez. Donc tout ça, c'est important. Il faut également veiller à savoir la restauration. Comment est-ce que ça va se faire? C'est très important. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de déterminer ici la catégorie d'hôtels. Généralement, ils sont des hôtels 5 étoiles que les gens disent. La réservation des chambres, la réservation des lieux de restauration. Il y a aussi la détermination des repas. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand ils viennent comme ça, c'est une inculturation qu'ils sont en train de faire. Ils ont leur manière d'être, leur manière de faire, leur manière de sentir et d'agir. Ils ont leur habitude alimentaire. Et ils arrivent, si vous leur servez du piment, les blancs, ils ne tardent pas à rougir. Donc, il faut prendre en compte tous ces aspects pour pouvoir bien les orienter. Si c'est la cuisine européenne, ça peut être les Africains aussi qui viennent. Donc, tout ça, il faut voir comment les mettre en interconnexion avec des restaurants qui pourront répondre à leurs attentes. Il y a aussi la gestion des listes d'invités. Ça, c'est important, il faut vérifier pour savoir si la liste préalable qui a été envoyée le 10 janvier, si c'est la même liste qui est en vigueur aujourd'hui, le 20 avril. Est-ce qu'il n'y a pas eu des changements? Ça peut augmenter ou être réduit.